eh bien, on va accueillir Jérémy Roturo du groupe Mousset Transport Pinot, qui va nous faire un retour d'expérience en fait, puisque ça fait 1 an qu'ils ont essayé, expérimenté en fait un de ces véhicules et un véhicule biogaz. Merci Jérémy d'être avec nous. Merci de me recevoir. Bonsoir à tous. Donc oui, chez Transport Pinot, on exploite un véhicule biogaz depuis 1 an. J'ai d'autres projets aussi pour essayer de déployer cette énergie chez d'autres clients. Alors il a fallu aligner plusieurs planètes pour que ça se fasse. La première, c'est convaincre le client de nous accompagner. Alors, en l'occurrence, là, c'est le client qui est venu nous voir pour aller vers cette énergie-là. Le véhicule est exploité pour la centrale U Logistique aux Herbiers. Et il tourne en régional en fait, pour alimenter les magasins. Le client U Logistique est très engagé dans une démarche RSE pour déployer des énergies alternatives. Notamment par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que en fait, les villes mettent en place des réglementations de zones à faible émission, et de toute manière, à terme, les véhicules thermiques seront interdits, les véhicules lourds pour les livraisons en centre-ville seront interdits. Donc, d'un point de vue de transporteur, les véhicules gaz sont la première énergie opérationnelle alternative au diesel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, les constructeurs produisent déjà des véhicules au gaz et au biogaz. Le coût, parce que il y a ça aussi, c'est qu'il y a une contrainte économique évidemment. Le coût d'achat d'un véhicule de gaz est quand même autre chose qu'un véhicule thermique. Il y a peu d'acteurs encore qui sont en train de se développer, mais jusqu'alors, l'année dernière, il n'y avait encore que 2 constructeurs sur les 5-6 qui existaient qui proposaient un véhicule gaz à la place, qui avait un véhicule gaz dans leur catalogue. Et donc voilà, on est allé, on a sauté le pas avec ce client-là pour aller vers du véhicule biogaz. Alors, on avait le choix avec le groupe sur ce type d'énergie, mais on a voulu focaliser aussi par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'énergie, l'économie circulaire, d'axer sur un type de carburant uniquement sur le biogaz et pas sur le GNC conventionnel. Vraiment avoir une logique aussi pour vous, c'était important en tant qu'entreprise d'être dans cette démarche d'économie circulaire et de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, faut être raccord, quoi. Faut être raccord, quitte à sauter le pas, autant y aller franchement et faire en sorte d'être le plus cohérent possible. Donc ça, c'était de pouvoir trouver un partenariat avec un client pour se lancer sur ces énergies-là. La deuxième planète alignée, c'était moi, en tant que patron d'entreprise de transport. C'est une énergie que je ne connais pas. Je maîtrise assez bien les technologies, et avec le service technique du groupe, on sait ce que vaut les camions, on sait comment les utiliser, on sait combien ça va se revendre, etc. Dans le cadre d'un véhicule biogaz, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand moi j'ai acheté ce véhicule-là, le constructeur ne proposait pas de système de location. Et quand un constructeur ne propose pas de système de location, ça veut dire qu'il ne sait pas combien il va pouvoir en tirer à la fin. Donc on est passé sur... Donc il y avait une certaine prise de risque pour vous ? Oui, parce qu'en fait, c'est une technologie qui est neuve qui existe dans d'autres secteurs, mais c'est vrai que pour les constructeurs de camions, ils sont encore assez peu à proposer ça. Et la grande inconnue en fait de tout ça, c'est la valeur de revente, quoi. C'est qu'est-ce que va valoir le camion dans les 5 ou dans les 7 ans ou dans les 10 ans, une fois qu'il aura fait sa vie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé dans un premier temps, je crois que ça change maintenant, là, et les constructeurs ont un peu plus de retour sur ce qu'ils vont pouvoir faire en deuxième vie sur ces véhicules-là, mais à l'époque, c'était, on ne pouvait pas passer dans un schéma de location, qui aurait été plus rassurant pour moi aussi pour commencer. Et justement, ce travail avec le constructeur, ça a été difficile? Vous l'avez emmené là-dedans ou le groupe Mousset est quand même un groupe de transport important, mais bon, vis-à-vis d'un constructeur mondial, les niveaux de discussion, on n'est quand même pas sur les mêmes échelles. Donc on a pris, alors pour
contrer en fait ces risques-là, moi je suis parti sur un contrat d'entretien avec le constructeur parce que voilà, il fallait que je puisse sécuriser et puis qu'au niveau coût d'utilisation, je puisse cadrer assez les choses. Et puis j'ai demandé un engagement un peu particulier à mon client pour qu'il puisse, voilà, pour que je puisse couvrir au moins la durée d'utilisation avec un contrat un peu spécifique à côté des véhicules thermiques standards. Donc là aussi, on revient, moi j'entends la notion de chaîne de valeur, d'implication de différents acteurs, Ouais. qui est essentielle à la réussite d'un projet, tout comme on l'a vu sur des écosystèmes pour vous proposer des stations un petit peu partout d'énergie et pouvoir utiliser vos nouveaux véhicules. Là, c'était important qu'il y ait ce trio aussi, entre le constructeur, vous, le transporteur, et puis le client, Ouais. que tous vous soyez embarqués dans cette démarche. Voilà. Et le dernier maillon, c'est le conducteur. Enfin, ce sont les conducteurs. Très important, je pense. Ce sont les conducteurs parce que quand on a commencé à évoquer avec notre équipe qui tourne avec ce client-là de passer sur des véhicules gaz, voilà, on ne peut pas dire que les premières réactions elles étaient très enthousiastes, quoi, hein. Voilà, c'était J'ai l'impression que ça fait écho dans la salle. ouais, non, mais ça a changé depuis, hein, mais c'est vrai que voilà, alors c'est une nouveauté, donc évidemment les gens sont un peu résistants au changement au début, mais ça n'a pas de puissance, ça a une autonomie misérable, et puis j'ai pas envie de rouler sur une bouteille de gaz. C'est les trois arguments qu'on m'a sortis quand j'ai proposé ces véhicules-là. Mais c'est aussi un gros changement en fait Oui. dans le quotidien pour un conducteur en fait. On a des conducteurs expérimentés et c'est vrai que le véhicule, c'est leur outil de travail. Il y a une notion un petit peu d'ego aussi pour les conducteurs. Donc voilà, alors ça change avec les nouvelles générations, mais les anciennes générations de conducteurs, ils aiment bien avoir beaucoup de chevaux, que ça fasse du bruit, que ça réponde, etc. Non, mais voilà, il faut le prendre. Mais je crois que c'est pas que sur la mobilité, hein, sur tous les enjeux de développement de nouveaux usages, on est confronté à des habitudes culturelles en fait. Voilà, exactement. Et donc il faut casser ça. Et pour le coup, c'est plus facile avec les jeunes générations de les emmener là-dedans. Alors, ceci dit, on a des gens de 50 ans et plus qui conduisent ce camion au gaz. On ne va pas faire de généralité. Voilà, exactement. Et au final, voilà, avec retour d'expérience, donc il y a eu une période d'appréhension pour les conducteurs, parce que, alors déjà, au niveau de l'autonomie, parce que c'est vrai que nous, le véhicule est utilisé, il fait à peu près 400 km à la journée. Et l'autonomie du véhicule doit être à peu près de 410 km à la journée. Donc voilà, c'était un petit peu tendu. La marge de manœuvre est ouais, faible. C'était un peu juste. Et puis, donc il a fallu passer par une... Alors l'avantage de tout ça, c'est qu'étant donné qu'il y a une autonomie qui était juste par rapport au réseau de stations, c'est que niveau conduite éco, ils étaient au top, quoi. Voilà, pour le coup... les coups de frein, la durée de roue libre et tout, c'était... pas envie de rester au taquet. Ils avaient des notes de performance d'éco-conduite qui étaient au top. Donc voilà, ça a permis... voilà, ça a été le pendant, bon, c'est un petit peu la contrainte, mais en tout cas... C'était le côté positif. Ouais, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et puis, bon, maintenant, ça y est, ils savent comment réagit le camion, ils savent par rapport à la jauge qui est affichée sur le tableau de bord, ils savent ils peuvent le traduire assez facilement combien de kilomètres il leur reste à faire. Donc voilà. Et puis bon, on a commencé à s'approvisionner à la station de la Mongie. Donc il a fallu faire un petit peu de travail avec le client aussi pour que les tournées qu'on faisait puissent passer par là-bas, parce que ça génère quand même un petit peu de kilomètres parasites. Donc forcément, voilà, en prestation, c'est pas la même. Et donc il a fallu s'arranger avec le client pour avoir des tournées qui passent à proximité. Il y a eu quand même une petite perte de productivité parce qu'un véhicule avec 800 litres de réservoir, il peut faire un bon 1500 km facile avant de faire le plein. Et là, il faut faire le plein tous les 400 km, donc on passe plus de temps quand même à la pompe, même si le plein se fait assez rapidement. Mais voilà, il a fallu aussi casser un petit peu l'appréhension des conducteurs vis-à-vis du plein, justement. De fait de faire le plein. Alors, il y a les deux technologies de gaz compressé et de gaz liquéfié. Nous, on a opté pour la techno de gaz compressé parce que le plein est plus, est plus friendly à faire pour les conducteurs. Il y a moins d'équipement. Voilà. Vous avez fait ce choix aussi en fonction de ce qui était le plus facile à mettre en place. Ouais.
Et en question d'appropriation aussi de la part des conducteurs et de vos salariés, de vos collaborateurs. Oui, exactement. De toute manière, l'acceptation conducteur, elle est primordiale pour moi, pour que la technologie soit acceptée, hein, et qu'ils acceptent et qu'ils puissent faire le travail qu'on leur demande, quoi. Pour moi, c'est hyper important d'associer les conducteurs à bien les accompagner. Alors, on parle de ce véhicule-là en particulier, mais pour les autres, c'est pareil, hein. Il faut, dans le groupe, on essaye vraiment que les conducteurs soient vraiment associés à la décision dès le début, parce que quand ils ont leur mot à dire sur la façon de faire les choses, qu'on les accompagne en formation, etc., ils acceptent la chose. Et si on vient avec un produit tout fait, il y a de grandes chances qu'ils la refusent d'entrée de jeu. Donc voilà, c'est important pour nous d'accompagner les conducteurs dès le début. Donc après cette première expérience, ils sont, des perspectives, des envies en fait, au niveau pour la suite, pardon. Moi, c'est que maintenant je maîtrise mieux la technologie, je sais comment l'utiliser, je sais ce qu'elle coûte. Donc je peux passer en phase active de prospection commerciale pour aller vers là. Mais c'est vraiment lié aussi à la volonté de démarche. Alors ça rentre beaucoup dans les démarches RSE, on voit maintenant dans les appels d'offres. C'est une force. C'est une force aussi, une différenciation. Moi je considère que c'est un argument commercial vraiment différenciant. Parce que de toute manière, on voit maintenant dans les appels d'offres RSE, que l'aspect RSE est de plus en plus prégnant. Donc de toute manière, voilà, c'est en train de devenir un critère de sélection en fait pour remporter certains appels d'offres. Malgré, alors voilà, c'est encore, on va dire, c'est encore assez marginal pour l'instant, mais on sent qu'il y a une vraie tendance de fond où ça devient un critère de sélection. Et puis même moi, éthiquement, en tant que transporteur, quand je fais le compte du nombre de litres de gasoil qu'on brûle à l'année pour faire le transport, enfin voilà, mon côté écolo me gratte profondément, quoi. Donc il faut passer sur autre chose. Donc il y a ça. C'est aussi donner du sens. Ouais, exactement. En fait, entre moi idéaux, citoyen et moi entrepreneur, on n'est pas dissociés en fait. Voilà. Et je peux pas jouer le jeu de la schizophrénie permanente. Donc à un moment donné, il faut s'aligner, quoi, hein. Donc voilà, donc c'est mon job maintenant d'essayer de convertir mes clients alors évidemment, il y a des contraintes économiques quand même, parce que malgré tout, les coûts d'achat d'un tracteur gaz ne sont pas les mêmes que. Alors, il y a des aides, etc. Mais quand même, il n'y a pas les mêmes. On est encore loin de la compétitivité du diesel pur et dur. Alors, si on prend l'impact planète, je pense qu'on s'y retrouve largement. Mais bon, dans les calculs économiques, l'impact planète n'est pas encore assez pris en compte pour faire la différence à ce niveau-là. On espère que ça viendra un jour. Ouais, j'espère. Toutes les organisations. J'espère franchement que en fait, je me dis régulièrement que le thermique, enfin que le transport diesel standard ne coûte pas assez cher en fait. Et on ne prend pas assez en compte les dégâts qu'on fait à la planète. Et ça, on le retrouve pas. Je vous invite sur ça à aller voir des études où il y a des démarches en fait, qui sont en cours sur tout ce qui est comptabilité en triple capital humain, environnemental et économique, pour faire voir qu'on peut aussi quantifier autrement nos structures, collectivités ou entreprises que par une notion financière. C'est très intéressant parce que je pense que ça remettrait un peu les curseurs par rapport à toutes nos activités. Sans objectif de pointer du doigt des activités, mais bien en essayant de se dire comment on peut faire autrement. En tout cas, moi en tant que transporteur, je suis quand même largement concerné par la chose. Ah oui. Et donc voilà, on va dire une de mes missions, c'est d'accompagner les clients vers des moyens de transport alternatifs qui coûtent moins cher à la planète. Voilà. Donc que ce soit par le bio, par le GNV ou par l'électrique demain, couplé avec de l'hydrogène. De toute manière, on arrive à la fin d'une motorisation diesel classique et il faut penser à l'après. Il faut y penser dès maintenant parce que voilà, on voit tous le mur arriver, mais ce ne sera pas une fois devant qu'il faudra bouger, quoi.